que vous voyez là, ce sont des humains. Ouais, ouais. Et pour certains, des dérivés. Genre ces gros singes poilus là. Mais vas-y, c'est pas le sujet. Tous ces personnages nous sont très similaires. Une anatomie presque, voire parfaitement pareille à nous, avec des mouvements tout aussi similaires. Mais il y a quand même toujours un détail qui va pas. Moi, en voyant ces images, la chose que je me demande, c'est pourquoi on ressent une situation de gêne en les regardant. Et plus ça défile, plus on se sent mal. Pourquoi on est autant oppressé? Depuis la nuit des temps, toute forme de vie, un tant soit peu développée, a des instincts primaires. Que ce soit se nourrir, se protéger ou se reproduire dans les plus grandes lignes. Afin de jouir de ces plaisirs de la vie le plus longtemps possible, ils doivent survivre aux intempéries, aux aléas de la vie, subvenir à leurs besoins primaires, besoins qui sont nécessaires au fonctionnement de leur être, mais surtout survivre dans son sens le plus brut, échapper aux dangers et aux prédateurs. Pour ce qui est des humains, on a plusieurs indicateurs qui nous aident dans ces situations, mais le plus primaire de tous, et celui auquel on se fie le plus, parfois à tort, c'est l'apparence de ce qui se trouve en face de nous. La vallée de l'étrange, en anglais Uncanny Valley, c'est ce qui décrit en partie ces réactions d'alerte qui nous traversent face à la peur d'un être étrange en face de nous. Mais pourquoi une vallée? C'est quoi ce terme? Bah en fait c'est un graphique super simple qui représente le degré d'affinité par rapport à l'apparence humaine qu'a une personne, une chose, ou je sais pas comment appeler ça, parce qu'au final on va pas tout le temps parler d'humain quoi. Et la vallée de l'étrange, ça représente cette zone ici qui se casse la gueule complètement et qui est donc décrite comme vallée. C'est Masahiro Mori, un roboticien japonais qui formulera cette théorie dans les années 70. Théorie à la base qui s'appliquait uniquement aux robots. Logique, le mec était roboticien. C'est avec le temps que le sujet s'est élargi à beaucoup plus de domaines, en incluant par la suite les poupées, les mannequins, les modèles 3D de jeux vidéo, de séries ou de films qui cherchent toujours à être beaucoup plus réalistes, ou encore beaucoup plus récemment avec les deepfakes et l'IA. Sur ce fameux graphe, on a donc l'échelle d'affinité, c'est-à-dire comment on se sent en regardant la chose. Quand on est ici, il y a zéro affinité. Ni positif, ni négatif, on ressent peu ou pas d'attirance émotionnelle. Plus on monte et plus on aura d'affinité. On commencera à développer de l'empathie, des émotions par rapport à cette chose, et au contraire, quand on descendra, on commencera à éprouver de l'inconfort, du dégoût, ou du moins tout sentiment négatif de rejet. Sur le second axe, on a le niveau de ressemblance humaine, à quel point la chose ressemble à un humain, que ce soit physiquement, dans son comportement, dans ses expressions, ou encore ses mouvements. Aussi simple que ça. On commence en douceur avec les robots industriels. Par exemple, les bras robotisés. Ça ressemble pas à un humain, mais on y retrouve quand même une très légère dose d'affinité parce que leurs mouvements peuvent nous faire penser au mouvement d'un bras humain. On grimpe ensuite pour arriver ici avec le petit Asimo. Robot assez connu, développé par Honda. Il est humanoïde mais clairement non humain. Et il a surtout aucun visage expressif. Vous comprendrez plus tard dans cette vidéo pourquoi le visage est quelque chose de terriblement important sur cette échelle. Un peu avant le précipice, on arrive au premier sommet. Sommet où se trouve Wall-E. Vous voyez là, je sais que j'en ai piqué certains en plein cœur. Figure populaire de l'animation, robot extrêmement attachant. C'est un robot qui a pas forcément l'apparence humaine, hein, faut se le dire, mais il est très évoquant émotionnellement parlant. Un peu plus loin, on a C3PO, le robot de Star Wars. Il commence à être très ressemblant humainement parlant. Émotionnellement aussi, il attire, mais ce qui lui permet de ne pas s'engouffrer dans la vallée, c'est son visage, encore une fois, qui est rigide et pas du tout réaliste. En parlant de robots ultra réalistes, c'est à ce moment précis qu'on va dévaler la pente. Je suis sûr que vous connaissez tous Sophia. Elle a fait le tour d'internet justement à cause de son visage et du sentiment d'inconfort que les gens ressentaient quand ils la regardaient. On tombe là pile dans le schéma du robot ultra réaliste qui se veut de reproduire à la perfection l'apparence humaine, mais qui ne l'est pas car on remarque tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche sur son visage. Les expressions qu'elle émet, elles sont pas du tout naturelles. En arrivant dans les tréfonds
fond de cette Uncanny Valley, on trouve beaucoup de personnages d'effets spéciaux, des personnages 3D comme par exemple la première version de Sonic là. J'ai même pas besoin de vous mettre d'image, je sais déjà que vous savez très bien de quoi je parle avec ces dents dégueulasses là. Bon, je suis gentil, je vous en mets une quand même. On y retrouve aussi les personnages du Polar Express, un très bon film mais qui pouvait parfois vous mettre dans des situations d'inconfort, justement à cause de la tête qu'ont tous les personnages. Ici je prends deux exemples assez simples pour vous illustrer ça, mais il y en existe tellement d'autres. Par exemple le film 4, Tom le train quand on était petit, Crazy Frog qui m'a terrorisé. Mais avant de sortir de ce trou à rats, j'aimerais y placer un personnage, celui probablement qui a le plus d'effet sur moi, c'est This Man que vous avez sûrement vu au tout début de la vidéo. Une fois qu'on commence à sortir de ce trou, on peut y trouver les deepfakes qui sont mal faits, avec par exemple des mouvements incohérents ou même globalement des incohérences subtiles sur leur visage. Ce qu'il faut savoir aussi, que je ne vous ai pas dit en ressortant de la Uncanny Valley, c'est que pour justement réussir à en ressortir, il faut que le niveau de réalisme soit extrêmement poussé, quasi parfait. Le moindre petit truc anormal, il vous fait retomber tout au fond. On sort du gouffre et on atteint cette zone avec les mannequins ultra réalistes, comme par exemple les poupées pour enfants de ce type, ou encore un exemple qui parlera à tout le monde, les statues du musée Grévin. Forcément, ce qui les détache du haut du panier, c'est qu'ils bougent pas quoi, c'est des statues, mais elles restent tout de même ultra réalistes. Le tout dernier palier, c'est nous en fait, un humain en bonne santé, en bonne forme, une personne à part entière quoi. Il y a une mention spéciale aussi dont j'aimerais parler, qui n'est pas souvent discutée et qui pourtant quand on y met du contexte peut être assez dérangeante. Ce sont les pré-humains, les Homo sapiens, les Homo erectus, etc. C'est en soi des humains à part entière, mais pas tout à fait. Ils nous ressemblent très fortement, mais c'est pas nous. Imaginez-vous explorer la jungle pendant la nuit et vous tombez nez à nez avec ces créatures à la fois extrêmement ressemblantes mais totalement différentes. Votre cerveau, il hésite beaucoup. C'est un humain ou un animal? Un ami ou un prédateur? Ça provoque tellement d'incertitudes que votre cerveau déclenche un signal d'alarme primitif qui vous dit là, il y a quelque chose qui cloche. Faut vraiment fuir. Ça, c'est la dissonance cognitive. Grossièrement, notre cerveau catégorise instinctivement ce qu'on voit, soit dans la case humain, soit dans la case non humain. Et lorsqu'on tombe dans ce cas précis d'entre deux, donc le puits de la Uncanny Valley, ça crée une contradiction dans notre cerveau. La dissonance associée à ça déclenche une sensation de malaise parce que notre esprit, il sait juste pas du tout comment on réagit face à ça. La seconde raison qui augmente ces phénomènes, c'est le visage et l'expression faciale. Je vous l'avais dit, c'est le détail peut-être le plus important quant à ce phénomène. Nous, les humains, on est programmés pour fonctionner émotionnellement, pour lire et comprendre les émotions. Sauf que quand un visage est presque réaliste mais légèrement faux, ça brouille totalement nos signaux émotionnels, de sorte à ce que notre empathie soit totalement perturbée. On sait juste pas ce qu'on doit ressentir vis-à-vis de la chose qui se trouve en face de nous. Et le plus longtemps vous vous posez là devant cette chose à avoir l'esprit brouillé, le plus malaisant et intrusif ça devient. Et c'est exactement le principe utilisé dans les films d'horreur, pour vous faire ressentir de la peur sans qu'il y ait forcément des dingueries ou des jumpscares qui se produisent à l'écran. Mais si on tire ça de nos ancêtres, à quoi ils ont eu affaire par le passé? Ça c'est dû au fait qu'autrefois rencontrer un humanoïde au comportement étrange, ça pouvait signaler une maladie ou un prédateur déguisé, ce qui au fil de l'évolution a créé en nous un mécanisme d'alerte et de rejet. Forcément notre but, c'est la survie, alors le moindre aspect dérangeant que pouvait évoquer un congénère, ça en devenait repoussant instinctivement. La dernière chose qui provoque ces phénomènes, c'est les attentes précises sur la façon dont un humain bouge, parle et interagit. Par exemple, le tonton qui s'est enfilé 10 canons de blanc à l'apéro, tu vas le voir tout de suite. Il va plus savoir parler, il tiendra plus sur ses deux jambes, bref, tu sauras qu'il est bien allumé sans même qu'il ait à te le dire. Là, c'est exactement le même processus. Un pseudo-humain avec des mouvements bizarres, des expressions étranges, ça va créer ce sentiment d'alerte et d'anomalie parce que la chose, elle se mouvoie pas comme un humain normal. Toujours ce même sentiment d'alerte de ok, là, il y a quelque chose qui va pas. L'étrange, c'est parfois plus proche qu'on ne le croit. Les gens pensent qu'il faut se déguiser en quelque chose d'horrifique ou en personnage de film d'horreur pour faire peur. Alors qu'une simple action, un simple geste, parfois un simple regard, peuvent suffire à ancrer en vous un souvenir, une peur qui restera toute votre vie.